Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Red Hat Enterprise Linux 8, la pierre fondatrice. Rabat et moi allons vous présenter les composants et les cas d'usage de ce système d'exploitation. Alors, le titre de cette présentation, c'est la pierre fondatrice. On comprendra par ce titre que Red Hat Enterprise Linux occupe une place absolument centrale dans l'infrastructure et dans le panel technologique de Red Hat. Cette place centrale, on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi il est vraiment très important de la maîtriser. Cette maîtrise va vous apporter de grandes possibilités. Et on va essayer pour cela de voir quels seront l'ensemble des composants disponibles. Alors, un petit mot sur nous aujourd'hui. Rabat, je t'en prie, est-ce que tu pourrais nous parler de toi un instant? Donc, je suis Red Hat Instructor. Je travaille sur les technologies Linux depuis maintenant plus de 11 ans, plus spécialement sur les technologies liées à la sécurité et à l'automatisation. Merci Rabat, je m'appelle Maxime Gaillard, j'ai commencé ma carrière sous Linux en 1999, à l'époque d'une époque lointaine que certains d'entre vous se souviennent peut-être, j'utilisais Mandrake. En 2001, j'ai lancé ma carrière professionnelle en intégrant l'équipe de Red Hat France, qui était une toute petite équipe à cette époque, en tant que formateur. Et j'ai quitté Red Hat en 2003 pour fonder la société Startix, dont je suis le cofondateur avec un associé et le directeur actuel. Et je délivre toujours des formations pour l'éditeur. On est donc ravis d'être avec vous, Rabat et moi, aujourd'hui, pour vous parler de cette technologie si importante qu'est Red Hat Enterprise Linux. Alors, quel va être l'agenda de la matinée? Tout d'abord, nous allons discuter des fondamentaux du logiciel libre. Le logiciel libre ne s'est pas construit par hasard, il s'est construit sur des fondations solides. Ça, on va en discuter et vous allez voir que ça va nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que Red Hat Enterprise Linux 8. Et dans ce petit chapitre, on en discutera de la grande philosophie du système d'exploitation et de ses particularités. Un petit peu plus en profondeur, on commencera ensuite à observer les composants majeurs de Red Hat Enterprise Linux 8, ceux qui font sa vraie identité. Évidemment, ça nous permettra de distinguer des cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et éventuellement comment. Un petit peu plus intéressant à la fin de toute cette présentation véritablement orientée Red Hat 8, on essaiera d'aborder succinctement, parce qu'il y en a trop, quelques composants dont on pense qu'ils vont avoir un grand succès à l'avenir. On portera notre regard un petit peu derrière Red Hat 8. Et ensuite, on aura quelques mots à propos de la formation Red Hat, de ce que le Covid a eu comme impact. Évidemment, on présentera également Startix et ses métiers. Et à la fin, je vous propose d'avoir une session un peu plus interactive avec des questions et des réponses. Merci Rabat. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec les fondamentaux du logiciel libre. Rabat va nous retrouver bien évidemment tout à l'heure. Alors, quand j'ai démarré Linux en 1999, les choses étaient-elles si différentes d'aujourd'hui en 2020? En vérité, pas tellement. Mais il y a quand même une énorme différence, c'est que le logiciel libre a connu un succès énorme. Ce succès s'est assis sur des libertés fondamentales extrêmement importantes, qui sont d'ailleurs détaillées expliquées par la Free Software Foundation. 4 libertés, avec un clin d'œil numéroté de 0 à 3, car vous le savez sans doute, mais sous Unix, on commence à compter à partir de 0. La liberté d'exécution du programme. Je peux l'exécuter librement, sans contrainte. La liberté d'étude et d'adaptation d'un programme, ce qui implique la possibilité d'accéder au code source, donc de rendre disponible le code source, si je veux pouvoir lire ce que fait exactement le programme, ma liberté de redistribution d'une copie de ce programme, et la liberté de pouvoir l'améliorer, le modifier et redistribuer ces mêmes améliorations. Ces libertés fondamentales forment le logiciel libre. Et ce qui est absolument indispensable à comprendre, c'est que ce sont des libertés irrévocables. Et c'est d'ailleurs ce dernier point qui protège
le logiciel libre du pillage et qui permet son développement. Et je dirais même encore plus, qui participe au fait que le logiciel libre devient une forme de patrimoine mondial de l'humanité, puisqu'il n'appartient à personne et personne ne peut le piller. On va reparler maintenant des dates que probablement la plupart d'entre vous connaissent, mais peut-être certains non, et qui sont vraiment très importantes. C'est vraiment des dates, voilà, des dates de démarrage. En vérité, il faut comprendre que le logiciel libre existait avant 1983. Mais en 1983, Richard Stallman initie le projet GNU. Avec un petit clin d'œil, parce que GNU veut dire GNU is not Unix, ce qui lui-même veut dire GNU is not Unix. Qu'est-ce que le projet GNU ? L'objectif, c'est de créer un système d'exploitation de type Unix. Vous vous rappelez qu'à cette époque, il existait des variantes d'Unix propriétaires. Et là, l'idée, c'est de créer un système Unix libre. Et pour ça, il nous faut des logiciels fondamentaux. Et il nous en faut une grande collection. Et il y a évidemment des programmes du projet GNU très connus, comme GCC, le compilateur C, ou Emacs, l'éditeur de fichiers. Et ce qui également est fondamental dans ce projet, c'est la licence, qui s'appelle GNU Public License, la GPL, et qui permet le développement de ces logiciels en se reposant sur les libertés dont on a parlé juste avant. Un système d'exploitation, c'est un ensemble extrêmement important de logiciels. Il peut y en avoir des milliers. Il en manquait un. Il manquait un logiciel absolument crucial, et c'est un noyau. Et c'est le noyau qui orchestre la manière dont les applications vont utiliser le matériel. En 1991, il y a un projet de noyau libre mené par un étudiant bien connu maintenant qui s'appelle Linus Torvald et qui est fondé, qui lui-même est publié sous licence GPL. Et ce projet de noyau va donner plus tard son nom, évidemment, au système d'exploitation que nous connaissons. C'est devenu une véritable révolution dans l'informatique. Ces années-là sont des années très importantes. Parlons un peu de Red Hat. Red Hat est fondé en mars 1993 par un Américain qui se promenait avec son chapeau rouge, une casquette rouge, si mes souvenirs sont corrects, et qui était connu pour être véritablement un geek. On lui demandait toujours quelque chose. S'il y avait une question, on peut demander au Red Hat Guy, celui qui possède le chapeau rouge. Il a donné son nom à cette société. Red Hat a une particularité, c'est un éditeur qui, assez paradoxalement, ne possède pas lui-même son logiciel. En fait, Red Hat, évidemment, édite du logiciel, mais tout le logiciel, ou la plupart des logiciels, sont sous des licences open source. Alors, il existe une variété de licences, on ne va pas toutes les détailler, les licences Apache, les licences GPL, les licences BSD, mais elles ont toutes respectent les libertés fondamentales dont on a parlé au début. Et donc Red Hat, nécessairement, publie tout le code source de toutes les applications depuis le départ sur un endroit qui est souvent assez peu connu, qui s'appelle ftp.redhat.com et qui recense l'ensemble du logiciel proposé par Red Hat en code source. Et alors, comment fonctionne Red Hat ? Bien évidemment par un modèle qui repose sur de la prestation de services, fourniture de support, fourniture de formation, intégration des logiciels. À noter que Red Hat est le tout premier contributeur de code libre dans le monde. C'est un travail énorme. Et tout ce travail a permis évidemment la création, notamment en 2002, du logiciel libre en entreprise par la toute première version Red Hat Enterprise Linux 2.1, qui était innovante puisqu'elle apportait un cycle de vie adapté au monde professionnel. Ça, c'est simplement pour poser un petit peu les grandes lignes. Le logiciel libre est une immense chance. Et je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu plus de l'année 2020, ou même 2019, et donc de Red Hat Enterprise Linux 8, ce qui a fait ses particularités, sa philosophie. Et pour ça, je vais laisser la parole à Rabat. Merci Maxime pour cette introduction très enrichissante. La philosophie
qui se cache derrière Red Hat Enterprise Linux est primordial à comprendre afin de pouvoir connaître les directions qui seront données à l'avenir sur l'ensemble des produits qui sont proposés aux clients. Donc, nous allons, avant d'entamer la partie philosophie et particularité, nous arrêter quelques instants sur les nouveautés. Donc, nous avons vu que la version Red Hat 8 a été réalisée en mai 2019. Elle ira donc à peu près jusqu'en 2029. C'est un cycle de vie qui est de 10 ans. Elle est basée sur l'upstream Fedora 28. Donc, quelles sont les nouveautés que l'on peut remarquer? On voit déjà le nouveau kernel en 4.18. On a aussi l'ensemble des outils qui permettent justement la compilation du code comme GCC qui vient avec une nouvelle version, la version 8.2. On voit qu'il y a des architectures supportées qui sont plus importantes, notamment avec l'arrivée de l'ARM 64 bits. Pardon, Maxime? Alors, si je mets mon chapeau rouge, c'est que j'ai une petite question. D'accord. Le File System Extended File System, est-ce vraiment une nouveauté? Est-ce qu'il était déjà pas standard sur Red Hat 7? Si, effectivement, Maxime, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une nouveauté de Red Hat Enterprise Linux 8. Cependant, sur la RHEL 6, on était sur un système de fichiers qui était en ext4. On voit là que Red Hat réaffirme la volonté de conserver le système de fichiers XFS. Merci. On parlera plus tard des file systems à nouveau. Merci, Maxime. Donc, on a une mise à jour aussi du manager de paquets Yum. Concernant la synchronisation du temps, on voit que Chrony devient le serveur de base. Auparavant, on était sur NTP. Et on conserve justement au niveau du networking, Network Manager qui était déjà présent sur la RHEL 7. Donc, arrêtons-nous un instant sur la philosophie. Ce qui est très important de comprendre, c'est que Red Hat est une solution qui s'adresse au monde de l'entreprise. Or, dans le monde de l'entreprise, la sécurité est au cœur du système d'information. Donc, la sécurité de vos data centers commence déjà par la sécurité de vos serveurs. Donc, d'où l'intérêt et l'engagement et l'investissement que Red Hat met au quotidien de manière proactive. Il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent de manière proactive à la sécurisation de l'applicatif et des librairies qui vous sont mis à disposition. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier durant toute la vie du support de correctifs de sécurité avant même que les failles soient révélées. Et ça, c'est une force qui est très très importante, c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait par Red Hat pour garantir aux clients le meilleur niveau de sécurité. C'est une plateforme aussi sécurisée que vous allez pouvoir utiliser dans l'ensemble de vos environnements sans pouvoir lésigner sur la sécurité, que ce soit sur du serveur physique, que ce soit sur des plateformes virtuelles ou sur des containers. Red Hat maintient le même engagement en termes de sécurité. C'est une plateforme, nous allons voir, qui est portable. Donc la portabilité, c'est une notion qui est vaste, mais qui se concrétise de plus en plus de nos jours avec la multitude des infrastructures disponibles que nous avons pour pouvoir déployer nos applications. À l'époque, on était uniquement sur du mainframe, donc c'était des gros serveurs. Vient ensuite la virtualisation qui a justement révolutionné le monde de l'informatique et qui a permis de réduire des coûts. Et aujourd'hui, avec les architectures en microservices et l'avènement des containers, on voit que de plus en plus, les clients veulent pouvoir utiliser leur même image sur des environnements différents.
Donc Red Hat répond à cette question en vous donnant la possibilité d'utiliser votre image à la fois sur vos serveurs physiques, sur vos environnements virtualisés ou également sur des environnements beaucoup plus petits qui sont les containers. C'est une plateforme qui est aussi de plus en plus modulaire. Et nous allons le voir à travers nos exemples. Nous avons justement retenu quelques exemples pour vous expliquer cette philosophie et cette volonté de pouvoir être de plus en plus agile. On voit que c'est une prouesse que Red Hat est en train, et nous le verrons ensemble, que Red Hat est en train d'accomplir un changement qui est très très important et qui va révolutionner aussi la façon d'offrir le contenu à ses clients. Une plateforme innovante, comme Maxime l'a rappelé, Red Hat est un contributeur incontournable du monde de l'open source. Il faut savoir qu'il base en fait l'ensemble des fonctionnalités qu'il offre à ses clients à partir de projets open source. Bien sûr, ces projets sont revisités, sont fiabilisés et sont analysés de manière drastique parce que, ne l'oublions pas, c'est une solution qui est enterprise. Elle est destinée à des environnements de production qui exigent un niveau de sécurité très très important. Donc, d'où la possibilité pour les clients de bénéficier des dernières innovations, donc du monde de l'open source, de manière sécurisée. Les particularités. Donc, les particularités de la Red Hat Enterprise Linux 8 sont nombreuses. Malheureusement, nous n'allons pas citer l'ensemble de ces nouveautés. Nous avons sélectionné pour vous des composants qui vont vous permettre de vous donner un regard sur l'avenir et sur les prochaines années. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ansible, je rappelle que Ansible est un outil qui permet d'automatiser à la base la configuration et le management de vos serveurs. Au jour d'aujourd'hui, Ansible est devenu un outil prépondérant, même incontournable, utilisé par l'ensemble des entreprises, à la fois pour automatiser leur entreprise, la configuration de leurs serveurs, l'orchestration de leurs services, et Red Hat, justement, qui souhaite accompagner ses clients sur ces créneaux d'automatisation, participe à des projets open source qui sont Red Hat Linux System Role et qui contribuent de manière active et qui récupère en fait l'ensemble de ces composants et les propose à son tour à ses clients. Donc les system roles vont vous permettre en un mot d'administrer vos serveurs. On est dans un monde où les architectures sont de plus en plus distribuées et où il devient de plus en plus difficile de manager de manière traditionnelle son parc. Donc l'automatisation est incontournable et c'est à ce problème et à ce défi que Red Hat répond en proposant dans le système de base des rôles qui vont vous permettre d'automatiser l'ensemble de votre parc de manière simple et fiable. Donc, il y a une autre composante que l'on aimerait aussi pouvoir présenter, qui sont les application streams. Et là, vous verrez aussi, c'est une nouveauté et un breaking change qui va vous permettre de simplifier l'accès aux applications pour l'ensemble de vos équipes de développement et qui va aussi permettre de marquer une certaine révolution dans la séparation des cycles de vie des applications et de ce qu'on pourrait appeler du système de base. On a aussi, et là c'est très important, des travaux qui sont réalisés sur la web console. Donc ces travaux-là ne sont pas nouveaux, ils ont déjà été introduits sur la version Red Hat Enterprise Linux 7, cependant, ils ont été fortement enrichis. On voit là qu'il y a la volonté pour Red Hat d'accompagner les clients qui sont plutôt novices sur l'administration de plateformes Linux en leur offrant la possibilité d'administrer via une GUI des systèmes de manière fiable et simple. Ce n'est pas un engagement unidirectionnel.
on va conserver le management traditionnel en utilisant la CLI. Par contre, on a une démocratisation qui est opérée grâce à une web console qui va vous permettre d'administrer vos systèmes locaux, mais l'ensemble aussi de centraliser l'administration de votre parc informatique. Et nous le verrons dans les exemples de manière concrète. Nous avons parlé précédemment de la révolution des containers. On a des workloads qui sont de plus en plus petits. Et donc on l'a vu en 2013 avec l'apparition de Docker sur le marché, qui a permis de démocratiser les containers. Aujourd'hui, il y a une volonté de la part de Red Hat de fournir à sa clientèle une plateforme permettant de manager de manière sécurisée, et ça c'est très très important, sécurisé, donc c'est des environnements de production qui vont vous permettre de déployer vos applications dans des systèmes containerisés. Et nous verrons plus en détail l'ensemble des outils qui composent justement ce toolkit et le principe et le fonctionnement qui va avec. Nous avons enfin, là, en termes de sécurité et aussi en termes de philosophie, la volonté de Red Hat de proposer à ses clients des services en mode SaaS. Donc, je vous cite un des exemples qui, pour moi, est un exemple sur lequel les clients pourront capitaliser, donc qui est Red Hat Insights, qui va vous permettre de manière anonyme, vous avez la possibilité d'anonymiser vos données, et qui va vous permettre de vérifier la compliance en termes de sécurité de votre parc informatique, mais aussi vous permettre d'effectuer des analyses de performance sur vos différents serveurs. Donc Red Hat ne fait pas que de l'analyse, donc va vous permettre aussi de bénéficier du savoir-faire en vous proposant, et là encore c'est une volonté, sous forme de Playbook Ansible, un moyen de remédier à ces écarts, s'ils existent. Donc, les composants de Red 8 que nous avons présentés précédemment, nous allons nous arrêter sur quelques-uns de ces composants avant de faire quelques démonstrations. Je pense que c'est aussi le but de cette session, c'est de vous présenter de manière pédagogique, mais pratique aussi, les nouveautés de Red 8. Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à nous contacter à redhat@startix.fr et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.